Si on pousse plus loin le questionnement et qu'on regarde de près certaines découvertes, par exemple, on va commencer à s'interroger sur Pompéi. Pompéi est découvert en 1560, je crois, puis par hasard, hein, puis laissé à l'abandon pendant plusieurs décennies, redécouverte. Enfin, on va vraiment commencer à s'intéresser à Pompéi à partir du début du XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Ce qu'il y a de tout à fait bizarre dans cette histoire, c'est donc qu'on va connaître ce site de Pompéi sur 2 siècles avant de vraiment entamer des fouilles, et que lorsqu'on va entamer des fouilles, on va découvrir énormément de vestiges parfaitement intacts, formidablement conservés par justement l'éruption volcanique du volcan. Mais on va ainsi, au 19e, début 20e siècle, avoir une 50aine de maisons réouvertes que le public pourra visiter. Et puis en quelques décennies, ces 50 maisons vont tomber à 5 maisons, puisque malheureusement les aléas climatiques, les infiltrations d'eau vont renvoyer ces maisons en quelques décennies donc à l'état de ruine, et elles ne seront plus du tout, il ne sera plus du tout possible de les visiter. On peut se demander si finalement en 2 siècles on n'a pas pu, toujours dans ce théâtre d'illusionnistes, si les prestidigitateurs qui sont les précurseurs des prestidigitateurs de la NASA n'ont pas eu 200 ans tranquillement pour recréer un site romain qui allait asseoir justement un peu plus dans l'esprit du public la réalité de l'époque romaine. Autre exemple complètement insensé, et ça c'est la découverte de Troie par Schliemann. Alors, Schliemann n'est même pas archéologue, c'est un milliardaire, il est omnibulé par les œuvres d'Homère, et en lisant textuellement les œuvres d'Homère, il va découvrir Troie. Mais en réalité, le site qu'il découvre est connu des Turcs comme étant une ancienne place forte, toute simple, et qui ne remonte pas à l'époque des Grecs d'Homère, quoi. Et ce qui est intéressant dans le cas de Schliemann, c'est que les fouilles qu'il va faire, vont prendre quelques années, et il va faire ressortir à la surface donc des ruines, mais la ville de Troie, en fait, elle est tellement petite qu'on se demande comment est-ce qu'elle a pu contenir toute sa population. Et puis surtout, il y a eu un petit scandale quand même, c'est que Schliemann était en relation avec des artisans d'Istanbul, et que il leur avait commandé énormément de faux, en fait, de bijoux qu'il leur avait commandés, qu'il avait dessinés, etc. Alors il a justifié tout ce commerce en expliquant qu'il ne voulait pas que les œuvres retournent aux Turcs, et qu'il voulait pouvoir les envoyer aux États-Unis. C'est pour ça qu'il avait fait des faux. Mais c'est encore un élément qui me chagrine, parce que on est toujours en train de buter sur du mensonge. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous parle de cette conspiration du mensonge. Sur Troie, une petite anecdote assez marrante, c'est que la voie principale de Troie est en parfait état, les pavés sont parfaits, on dirait que ces pavés n'ont quasiment jamais servi. Alors que dans tous les vestiges de villes anciennes, même des villes de la Renaissance, les voies principales qui n'ont pas été restaurées, elles sont creusées par les roues des chariots. Mais bon, c'est encore une autre anecdote. Vous avez aussi dans la découverte de Schliemann le masque mortuaire
très très célèbre en or qui va rappeler le masque mortuaire d'une autre découverte dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais avant de vous parler de la découverte de la tombe de Toutankhamon par Howard Carter, je vais tout de même vous emmener faire un petit détour par la Chine et notamment vous parler de ce monument que tout le monde connaît, qui est une des merveilles, une des grandes merveilles de ce monde et qu'on appelle la Grande Muraille de Chine. Il y a une chose très particulière dans cette Grande Muraille, c'est que on l'a vraiment découverte avec au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, donc peu de temps après la Renaissance, hein. Et il se trouve qu'elle est totalement en ruine aujourd'hui, et qu'à part les endroits qui sont continuellement restaurés pour les touristes, tous les 6000 kilomètres de cette muraille gigantesque, qui date officiellement de 2000 ans. Hein, c'est-à-dire que la muraille de Chine, elle a été bâtie il y a 2000 ans. Eh bien, pas de peau. Les aléas climatiques, l'activité humaine, fait que cette muraille qui a tenu 2000 ans, sur 6000 kilomètres, est en train d'être mangée par la végétation et tombe en ruine pierre par pierre, au point de disparaître dans certains endroits. Et alors la question que je pose, c'est est-ce que c'est vraiment à cause de l'activité humaine et du climat qui est vraiment redoutable à notre époque, ou est-ce tout simplement dû au vieillissement naturel d'un mur qui est dévoré jour après jour, année après année par la végétation, comme on peut le voir dans nos campagnes en France, par exemple. Selon nos estimations, un tiers de la Grande Muraille, soit 2000 km, a déjà complètement disparu. À certains endroits, on ne peut que deviner sa trace. Il est temps de mettre des moyens. Aujourd'hui, à peine 10% de la muraille serait en bon état. Ailleurs, comme sur ces photos prises au même endroit à un siècle d'intervalle, elle s'efface. Et donc on peut vraiment se demander si la muraille de Chine est si ancienne que ça, et si quelque part les illusionnistes dont je vous parle maintenant depuis 3 émissions ne se fichent pas complètement de nous. Nous rencontrons Han Pingzhe, maître potier à Xi'an. Il a dédié sa vie à la reconstitution de cet art millénaire, la fabrication de statues de soldats impériaux. L'armée qui est à ses pieds reste sa source d'inspiration. Pour lui, cette armée de soldats symbolise autant la grandeur de l'Empire que sa grande muraille. L'avantage que représentent les statues individuelles, c'est que l'on peut les reproduire aisément et même les emporter, comme si on prenait avec soi un bout de la grandeur de la Chine. C'est dans cet esprit que Maître Han a fondé il y a quelques années un atelier de poterie à proximité du mausolée pour fabriquer à l'ancienne des soldats en terre cuite, ainsi que d'autres objets que l'on trouve avec eux. Cet atelier le fait vivre, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de potiers aujourd'hui. Il y a quelques mois, il a décidé de faire construire un four à l'ancienne. Il espère ainsi se rapprocher le plus possible des techniques de fabrication de l'époque. C'est un archéologue reconnu qui sera son conseiller dans cette entreprise. Je sais que je risque d'en décevoir pas mal en disant et en soutenant que apparemment Schliemann, porté par ce courant de faussaires, porté par ce courant de mensonges qu'il devait voir constamment autour de lui, s'est dit, eh bien pourquoi pas moi? Pourquoi pas découvrir, eh bien tiens, au hasard, la ville de Troie, je pense que ça fera le buzz. Autre sujet qui dans mon domaine est totalement passionnant, qui m'a passionné pendant des mois, des années. J'ai eu de nombreuses fois l'occasion d'étudier tout ce dossier, c'est les pierres d'Ica. On découvre
en Amérique du Sud des pierres à Ica qui représentent des dinosaures avec des hommes, des dinosaures chevauchés par des êtres humains, des autopsies, des opérations chirurgicales, et le tout remontant à plusieurs milliers d'années. Des choses totalement époustouflantes. Alors vous imaginez que dans mon milieu, vous imaginez que moi, le premier, j'étais fasciné par ces pierres. On a fait un article, 2 articles sur ce dossier. Mais aujourd'hui, à la lumière de ce que je viens de vous dire sur cette industrie du faux, je me rends compte que ces pierres qui se comptent en centaines de milliers, elles sont très nombreuses, mais au final, il n'y en a qu'une centaine qui sont exceptionnelles. Les autres, la plupart du temps, sont assez grossières. Mais ces pierres, finalement, ont pu être réalisées dans des ateliers par des artisans, et au final, personne n'y verra que du feu. Si l'archéologie officielle se tait sur les pierres d'Ica, ce n'est pas parce que elle en éprouve une gêne par rapport à sa propre méthode chronologique, c'est peut-être simplement parce qu'elle sait que elle a affaire ici à des faussaires de la même veine que les faussaires avec lesquels elle travaille depuis très longtemps maintenant. Dans un sens ou dans l'autre, on a tous été trompés. Même nous, les chercheurs de vérité, qui avons essayé de creuser plus loin, finalement, nous avons sans doute été bernés par d'autres faussaires qui, selon les modes, selon les époques, voulaient distiller dans nos esprits de nouveaux concepts et surtout nous emmener vers encore plus de confusion. Je suis en train de vous dire, il y a des faux, il y a une industrie du faux, mais c'est pas parce que notre histoire a été falsifiée, c'est parce qu'elle a été inventée. Vous vous dites que il y a quand même tous ces vestiges archéologiques, notamment à Rome. N'oubliez pas que pour l'exposition de 1890, pour le bicentenaire de la Révolution, à Paris même, on a reconstruit grandeur nature tout un pan de la Bastille. Il a été construit juste pour 2 ans avec des rues adjacentes et tout a été démoli ensuite. D'autres exemples comme celui de la Bastille peuvent exister, reconstitution de monuments, notamment au musée de l'Homme. Vous avez les façades de cathédrales et d'églises qui sont merveilleuses, qui sont d'une beauté grandiose et qui sont pour autant des reproductions totales. Et je vous invite maintenant d'ailleurs à regarder un petit documentaire passé aux infos sur France 2. Il vous parle de l'art autoroutier. Vous verrez à la fin de la séquence une petite chose tout à fait surprenante. La plupart du temps, vous ne les voyez que comme ça. Quelques secondes, à plus de 100 km/h. Plus de 70 œuvres jalonnent les 9000 km du réseau autoroutier français. Des structures monumentales en béton. Archeval, le dada de Saumur, Voinic, le sanglier des Ardennes, quelques formes géométriques, ou encore le poulet géant de Bresse. Le boom de l'art autoroutier remonte aux années 80. L'État impose alors aux sociétés autoroutières de réserver une partie de leur budget aux créations artistiques. Au total, 11 millions d'euros investis dans une 50aine d'œuvres. Aujourd'hui, l'art sur les autoroutes se veut plus pédagogique, comme sur cette aire de Lauzet, avec une reconstitution d'architecture romane. J'en arrive maintenant à aborder une autre problématique, sont simplement les pyramides. Les pyramides, c'est difficile, quand on les regarde, impressionnantes comme elles sont, de se dire, mais attends, là on est dans du vrai mystère. C'est indéniable. On peut pas revenir sur cette question. On peut pas dire que les pyramides ont juste 800 ou 900 ans d'âge. Et pourtant, maintenant on connaît de plus en plus ce scientifique français qui s'appelle Davidovich et qui a inventé le système des géopolymères. Et Davidovich a démontré, mais vraiment de façon très scientifique,
que les pyramides avaient été bâties sur ce système. Les géopolymères, c'est un système de béton naturel où on recompose de la pierre, les blocs de pierre, de façon à ce qu'ils donnent l'impression de sortir de carrière. En fait, les pierres sont moulées avec de l'eau et de la poudre concassée, et puis en durcissant, le bloc de pierre se reconstitue. Davidovits a démontré que les pyramides étaient conçues avec de telles pierres. Alors, c'est assez choquant parce que l'archéologie officielle ne reconnaît pas, curieusement, les travaux de Davidovits. L'archéologie officielle préfère nous parler de rondins de bois, préfère nous parler de pierres taillées avec des bouts de bois et des cailloux, par des esclaves, des centaines de milliers d'esclaves pendant des années pour arriver à tailler une pierre dans les carrières. On nous montre des systèmes de poulies qui ne fonctionnent pas, alors que Davidovits nous explique que simplement en portant des vases d'eau et de la poudre, les Égyptiens ont pu élever les pyramides sans problème. Alors, c'est difficile pour moi de vous dire ça, parce que j'en ai bouffé des pyramides. C'est fini. Avec Davidovits, terminé les extraterrestres, l'intervention extraterrestre, l'intervention de civilisations passées extraordinairement évoluées, avancées et connaissant par cœur le nombre d'or. Fini également ces pierres qui lévitent juste en soufflant dans des flûtes magiques. Toutes ces théories, avec de la poudre et de l'eau, on édifie les pyramides en une vingtaine d'années, effectivement. Finalement, ces pyramides ne sont pas, bien que très impressionnantes, aussi mystérieuses qu'on a voulu le voir. Je vais vous parler maintenant, comme promis, de la découverte de la tombe de Toutankhamon par Howard Carter. Vous vous souvenez de l'épopée d'Howard Carter. Pendant 5 ans, il va fouiller la vallée des rois. La vallée des rois, à l'époque, elle a déjà été fouillée. Il n'y a pas un grain de sable qui n'a pas été retourné et retourné et retourné. Donc, il va commencer à fouiller dans un endroit très précis. Et puis, au bout de quelques semaines, quelques mois, il abandonne ce site. Il fait installer sur ce site les tentes de ses ouvriers, mais au-dessus de gravats. Et tout autour, il y a des gravats des premières fouilles. Puis, il envoie ses équipes fouiller à quelques centaines de mètres du site, donc dans cette vallée des rois, qui a été déjà explorée de fond en comble. Et ça va durer 5 ans. Au bout de 5 ans, pour Howard Carter, de toute évidence, c'est un échec complet. Et son financier, Lord Carnarvon, est sur le point de l'abandonner. Et tout d'un coup, on ne sait pas ce qui passe par la tête de Howard Carter, mais il décide de déplacer les tentes de ses ouvriers, il décide de nettoyer le gravat, et il demande à ses ouvriers de recreuser là où il avait creusé 5 ans auparavant. Et à peine quelques coups de pioche plus tard, on découvre la première marche qui mènera au tombeau de Toutankhamon. Est-ce que vous croyez encore au hasard ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que pendant 5 ans, sous ces tentes, le tombeau de Toutankhamon a été réalisé avec la complicité du financier Carnarvon ? Est-ce que vous ne pensez pas que en 5 ans, on a pu réunir, construire, fabriquer des faux, enfin bref, tous les objets qui
qui sont présents, qui ont été présents dans le tombeau au moment de sa découverte. On sait que le tombeau avait été fouillé par des pilleurs. C'est quand même extraordinaire que ces pilleurs aient tout laissé sur place, alors qu'il y avait des richesses de l'or extraordinaires. Et puis, il faut bien savoir que c'est le seul tombeau d'Égypte qui a été gardé intact depuis la mort du pharaon jusqu'à nos jours. Est-ce que vous ne pensez pas que ce miracle, cette découverte miraculeuse, n'est pas en fait le résultat d'une grosse falsification? Surtout qu'en termes de falsification, on a d'autres exemples, notamment la pyramide dite de Khéops, qui porte ce nom-là sur la base d'un cartouche qui a été retrouvé dans une salle soi-disant inaccessible, mais malheureusement, sur ce cartouche, il y a une grossière faute d'orthographe. Donc, est-ce que Howard Carter, ayant vu ce qui se tramait, ce qui se passait autour, à l'époque étant dans cette industrie du faux, ne s'est-il pas dit, pour l'égyptologie, il manque quelque chose de fondamental, puisque les Égyptiens sont complètement tournés vers la mort, vers le rituel de la momification, etc. Il nous manque une chose fondamentale, c'est justement le tombeau qui me rendra célèbre. Il y avait une course à la célébrité de la part de tous ces chercheurs. C'est ici qu'en 1922, la sépulture de Toutankhamon a été découverte par l'archéologue Howard Carter. Aux autres tombeaux de la vallée, celui-ci est beaucoup plus petit. C'est vraiment petit. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on imagine un tombeau royal. C'est très étrange qu'il soit aussi... On dirait qu'on a essayé d'entasser le plus d'objets possible dans ce minuscule espace. Le tombe royal. On a récemment identifié un nouvel élément sur les peintures. De la moisissure vieille de plus de 3000 ans. Ces peintures sur du plâtre humide à la hâte. On a décoré les murs, entassé tous les objets et fermé le tombeau aussi vite que possible. Où la moisissure a pu proliférer alors que personne n'est entré ici jusqu'en 1922. Pour moi, ça indique clairement que c'était une inhumation précipitée. Toujours est-il que je pense qu'à un moment, il y a dû avoir dissension, il y a eu des discordes entre le financier, Howard Carter, et puis quelques autres de son équipe, et c'est devenu, face au danger des révélations qui pouvaient fuiter, la malédiction de Toutankhamon. Quelques mois plus tard, Carnarvon et son épouse décéderont, et puis ce sera une hécatombe autour des gens qui auront mis les premiers les pieds dans le tombeau de Toutankhamon. À noter, pour finir sur cette affaire, que le tombeau de Toutankhamon est le seul à avoir un toit plat. Tous les autres tombeaux d'époque ont été retrouvés vides puisque les pilleurs étaient passés par là auparavant. Tous les autres tombeaux ont des voûtes. Il semblerait que ça soit encore un indice de falsification et que dans ce cadre-là, on ne se soit pas donné la peine de créer un toit voûté. Idem pour les peintures qui sont concentrées autour du tombeau et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Dernière chose, vraiment qu'il faut comprendre, je sais que ça peut vous paraître choquant tout ça, mais vous avez entendu dire qu'on avait découvert une salle derrière la salle, récemment. Cette salle, en fait, on sait qu'elle existe depuis pas mal d'années, le bruit court, mais voilà, les médias en parlent un peu plus aujourd'hui. On est, avec cette science archéologique, devant une course exponentielle. Et les archéologues ont besoin toujours de nouvelles découvertes pour maintenir tout simplement leur profession et pour justifier tout un système économique, de la même façon que les laboratoires de médecine, les laboratoires pharmaceutiques ont besoin de créer de nouveaux produits pour faire tourner le business. Sans nouveaux produits d'appel, vous allez avoir un désintérêt de la population pour l'archéologie. Et l'archéologie ne veut surtout pas ça.
C'est pour ça qu'on va toujours de découverte en découverte et que les découvertes sont parfois de plus en plus exceptionnelles. Et qu'en plus, elles sont colorées par l'époque où elles sont faites. Une petite chose à savoir, c'est qu'il y a toujours une petite part de mystère dans ces découvertes de l'égyptologie, parce que l'égyptologie a toujours été liée aux sociétés secrètes, etc. Il y a toujours eu plein de symboles initiatiques, etc. Et c'est assez verrouillé autour de ces sujets-là. Et donc dans la tombe de Toutankhamon, on va trouver notamment un poignard inoxydable fait en métal de météorite, alors qu'à l'époque les Égyptiens ne connaissaient pas le fer. Vous avez encore du mal, hein. C'est difficile, vous vous dites certainement que j'exagère, et je peux vous assurer que je ne suis pas un sceptique, je suis juste dans le questionnement et dans la quête de vérité. Merci de votre attention.